présenter brièvement qui est Fibois, qu'est-ce qu'on fait, et puis j'insisterai davantage sur la mission prescription bois qui nous est confiée par le Conseil régional, l'ADEME et France Bois Forêt, et puis l'aide de la région, l'appel à projet bois local, qui concerne les collectivités, mais aussi les associations, les agriculteurs et les entreprises. On s'appuie, vous aurez tout dans le détail, donc je ne vais pas lire la diapositive parce que c'est pas très agréable pour ceux qui regardent. En gros, ce qu'il faut savoir sur l'interprofession, on est une association loi 1901, donc interprofession de la filière bois au niveau régional Auvergne-Rhône-Alpes. On regroupe et on fédère tous les acteurs de la filière forêt-bois, donc des propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou publics, jusqu'au maître d'ouvrage, qui soit bailleur social ou promoteur privé, etc. En passant par les entreprises de travaux forestiers, les entreprises de première, seconde transformation, donc les scieries, les industriels qui fabriquent des produits séchés, rabotés, collés, etc. Les charpentiers, les menuisiers, alors c'est pas le bon terme, hein, les constructeurs bois ou ceux qui fabriquent et posent de l'ossature bois ou d'autres éléments de structure en bois, les architectes, les bureaux d'études et donc les maîtres d'ouvrage, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je vous présenterai l'équipe dans 2-3 diapos. Nous, on s'appuie en fait sur un contrat stratégique de filière pour les 3 années qui arrivent. C'est un contrat stratégique qui a été défini de manière collégiale en organisant plusieurs réunions sur toute la région, en invitant tous les acteurs de la filière à se prononcer sur les actions qu'ils souhaitaient voir intégrées dans ce contrat stratégique de filière. Donc vous avez ces axes stratégiques qui ont été définis et desquels découlent ensuite nos actions. J'oubliais un petit élément important. Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un conseil d'administration donc qui est élu, il y a un bureau, ça marche comme une association en fait, hein, n'importe quel type d'association. Et dans ce conseil d'administration, vous avez des collèges qui représentent chaque maillon, chaque maillon de cette filière, donc de l'amont à l'aval. C'est ce conseil d'administration notamment qui dirige l'association, qui valide les grands axes, qui définit les actions, etc., etc. Donc voilà, vous avez 2 diapos pour illustrer en fait par des actions concrètes ces axes stratégiques qu'on a définis dans le cadre du contrat stratégique de filière. Donc de l'amont à l'aval, donc en commençant par tout ce qui est ressources forestières, approvisionnement, première transformation. Vous voyez qu'on vous met aussi quelques chiffres sur le nombre de visites, le public que l'on touche, les partenaires avec qui l'on travaille pour organiser et mettre en œuvre toutes ces actions. On a un axe sur le bois énergie en matière de développement. L'objectif étant de valoriser l'ensemble du bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le bois, tout est bon. Bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie, bois de trituration, etc. Donc l'idée, c'est notre principal objectif étant celui-ci. Le développement du bois dans la construction. Donc là aussi, on a pas mal d'actions qui s'articulent autour de la sensibilisation, de l'information, de la formation, de l'accompagnement auprès du public maîtrise d'ouvrage, public ou privé, et auprès du public de la maîtrise d'œuvre. On a un axe assez fort auprès des écoles d'architecture de la région, parce qu'on a 4 écoles d'architecture en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, et auprès des écoles d'ingénieurs. Alors on travaille plus spécifiquement avec certaines, mais on essaye de développer ces partenariats. On est en train de développer aussi un partenariat avec les grands ateliers de l'île d'Abo, qui dispose d'une plateforme qui est très intéressante pour réfléchir, mettre en œuvre le bois, etc., et qui est très utilisée par certaines écoles d'architecture de la région. On a un axe de service aux entreprises, également, un service direct auprès des entreprises. Alors, vous retrouvez aussi tout ce qui est information, communication auprès de la filière. On a un petit magazine qui s'appelle Mention Bois et qu'on diffuse à 3 à 4 numéros par an environ, à 12 000 destinataires. Donc c'est un public assez large, hein. Là c'est les collectivités, ça peut être les architectes, et ça dresse un tableau de ce qui se passe
sur la filière bois régionale, voire quelques événements ou quelques informations au niveau national. Et puis à chaque numéro, on a un dossier spécifique qui aborde un thème en particulier. Nos actions, elles sont soutenues et on les en remercie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de l'Agriculture, de la Forêt, du Travail, alors c'est de l'alimentation, il y a une petite erreur là. J'ai repris la diapo d'un collègue, mais il s'est un petit peu planté. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc c'est la direction régionale de l'agriculture et de la forêt en région qui nous appuie. Travail et emploi, c'est plutôt la directe, les directions régionales. L'ADEME, l'interprofession France Bois Forêt, notamment dans le cadre de notre mission prescription bois. Et puis sur quelques actions, ça peut être des fonds européens. Et bien entendu, à Fibois, on a des adhérents. Et ces adhérents payent une cotisation et ça nous aide beaucoup pour mener à bien toutes ces actions. Voici une présentation de l'équipe. Alors ça a un petit peu bougé, on n'a pas de diapo à jour. Donc une déléguée générale et ensuite vous avez des personnes qui sont en charge de chaque thématique que je viens de vous présenter au niveau des actions. C'est aussi un réseau Fibois Auvergne-Rhône-Alpes avec des interprofessions territoriales que vous retrouvez donc sur l'ex-région Rhône-Alpes. Vous avez Fibois 69, Fibois 1, Fibois Pays de Savoie, Fibois Isère et Fibois Ardèche-Drôme. La mission prescription bois, donc, qui est assurée par Benjamin Mermet pour le secteur anciennement région Rhône-Alpes et pour le secteur Auvergne, c'est moi, donc Jean-Pierre Maté. Donc comme je vous disais, la prescription, elle se fait autour des axes de sensibilisation, d'information. Donc ça, c'est des rendez-vous techniques qu'on organise, des 5 à 7, comme aujourd'hui par exemple, mais qui sont sur des points un peu plus techniques en général qui concernent la construction bois. Ça peut être sur les finitions, ça peut être sur les évolutions du DTU 31.2, etc. On organise des visites dans les entreprises de première, de seconde transformation. On organise des visites de chantier de réalisation où le bois a été mis en œuvre de manière importante. On forme, c'est un axe qui est très important et qui nous paraît comme fondamental parce qu'on ne peut prescrire que ce que l'on connaît bien, que ce que l'on maîtrise bien. Donc le volet formation représente un pan important de notre mission. Donc, on a un programme de formation annuel. Alors pour l'année prochaine, il n'est pas encore disponible, mais il le sera sous peu. On participe au comité de suivi des formations qui est mis en place par le Conseil régional de l'Ordre des architectes. Donc on est partie prenante sur ce volet bois construction qui est proposé dans le cadre de formation continue aux architectes. Et puis on développe des partenariats aussi avec les collectivités territoriales, avec les EPCI, qui se sentent concernés de par leur territoire, de par leur tissu industriel, de par la forêt qui est présente ou de par la politique qu'ils souhaitent mener. On développe avec elles et on propose de la formation auprès des architectes, des agents territoriaux de leur territoire, voire d'un territoire un petit peu plus large. Et puis le dernier volet, c'est l'accompagnement sur des projets, donc qui concerne aussi bien la maîtrise d'œuvre que la maîtrise d'ouvrage, privé ou public. Donc là, c'est à tout moment sur votre projet de pouvoir vous accompagner au tout début, à la fin, au milieu ou tout au long du projet, et de pouvoir vous renseigner sur des produits, sur la filière, sur comment prescrire du bois, plus particulièrement du bois local, quelles aides, quels leviers financiers peuvent être activés, quels sont les interlocuteurs privilégiés aussi avec qui prendre contact. Enfin voilà, on est un peu la porte d'entrée en matière de prescription bois construction sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'aide régionale, Damien Blondieu aurait pu vous la présenter, il la maîtrise bien mieux que moi. Là, vous avez 3 diapos qui reprennent les bénéficiaires, donc comme je vous le disais, les communes et les structures de coopération intercommunale, donc tout ce qui est EPCI, communauté de communes si vous préférez, ou communauté d'agglomération, les bailleurs, les associations, les entreprises. Vous avez les critères d'éligibilité, donc c'est la construction neuve et la rénovation. Et le critère important pour la région, c'est que les bois
soient issus de la région ou des massifs qui sont en périphérie de la région, et que la transformation se fasse au plus possible sur les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. On exclut par contre tout ce qui est maisons individuelles, bien sûr. Financement des hangars de stockage de bois. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est parce qu'en fait, il y a un autre dispositif d'aide qui existe et qui est mis en place par la région. En gros, c'est là on reprend les éléments bois qui peuvent être subventionnables. Vous avez deux types de pourcentage et de plafond. Le premier, c'est le cas général. Donc là, c'est toute essence de bois local. Vous pouvez, alors notamment les moins bien valorisés. Le maître d'ouvrage peut prétendre à 20% avec un plafond à 50 000 €. Et lorsqu'il y a une part de bois qui aujourd'hui sont peu valorisés et qui méritent d'être davantage valorisés, en l'occurrence le sapin blanc pectiné dont c'est la principale ressource en matière de bois dans les forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, vous avez un pourcentage qui augmente jusqu'à 30% avec un plafond qui est porté à 100 000 €. Et pour les entreprises, alors ça c'est 20% et les 30%, c'est pour les collectivités et les bailleurs. Ensuite, pour les entreprises, les associations, vous êtes sur un pourcentage de 10%. C'est des règles, alors là Damien vous l'expliquerait, mais je crois que c'est des règles européennes qui empêchent en fait à avoir un pourcentage un peu plus important. Donc c'est 10% du montant du lot bois, fourniture et pose, avec un plafond qui est situé à 25 000 €. Là, c'est les critères de sélection qui sont appliqués pour noter les projets. Vous avez 2 dates à retenir. Alors, ces critères évoluent voilà, au fil de l'eau en fonction aussi des projets que l'on reçoit, des discussions que l'on peut avoir aussi au sein du comité de sélection et qui peuvent être proposées aux élus. L'appel à projet, alors c'est sous forme d'appel à projet, donc vous avez 2 échéances chaque année, une au 30 juin et une au 31 décembre. Donc là, si vous avez des dossiers en cours qui peuvent être qui peuvent faire l'objet d'un dossier de demande d'aide, vous avez jusqu'au 31 décembre potentiellement pour pouvoir le déposer. Et ben écoute Jérôme, j'en ai fini, donc je vais. Tu dois avoir l'écran, tu dois avoir le partage, l'autorisation de partage. Donc je te laisse. Merci Jean-Pierre. La main sur moi, partager ton écran. Alors, si ça n'a pas bougé. Pas pour l'instant. Eh ben, je te dis mon présentateur. Voilà. Normalement, là, tu... Parfait. Maintenant, je peux. Voilà. Est-ce que vous voyez bien, du coup, la présentation? Moi, ça va, je vois bien. Donc, j'imagine que tout le monde voit bien. Si toutefois, quelqu'un ne voit pas, il se manifeste ou se taise à jamais. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour cette introduction et merci à Fiboaura de m'accueillir pour présenter la marque Bois de France. Comme je disais tout à l'heure, ça aurait été sûrement beaucoup plus convivial si on avait pu le faire physiquement, ça m'aurait permis de vous rencontrer tous, mais voilà, l'actualité en a voulu autrement, c'est pas bien grave. Je vais quand même pouvoir vous présenter tout ça et on va quand même pouvoir échanger autour de la marque Bois de France. Alors, je vais vous faire une présentation, comme l'a dit Jean-Pierre, en plusieurs parties. Ça permettra de scinder un peu la conférence et d'échanger tout au long de la conférence, voilà, pour un peu plus de convivialité quand même. Voilà, donc je vous propose de faire une partie, de vous demander si vous avez des questions et des sujets sur lesquels échanger, et puis de continuer la partie suivante. Donc, du coup, quelles sont les parties que je vais évoquer? D'une part, avoir une présentation générale déjà de la marque Bois de France, donc son histoire, ses garanties, ses valeurs, ses objectifs, etc. Ensuite, Bois de France dans une entreprise, qu'est-ce que cela veut dire en termes de traçabilité du bois, en termes de quelles sont les possibilités d'utilisation du logo, comment on s'engage dans la marque Bois de France. Après, j'ouvrirai un petit peu du coup sur le Bois de France sur les marchés pour vous montrer un petit peu aujourd'hui comment se concrétise la demande Bois de France sur les marchés. Pourquoi Bois de France en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans une région où il y a déjà des marques locales de traçabilité qui existent. Donc on verra ensemble et on pourra échanger avec BTMC qui est présent sur le sujet. Et puis on conclura voilà, sur tout ça.
Donc, je vous propose voilà, de suivre cette présentation. Donc, je vais déjà commencer par une présentation générale de la marque Bois de France. Qu'est-ce qu'est la marque Bois de France? Donc déjà, la marque Bois de France, l'idée, c'est d'apporter une garantie, hein, c'est pas une simple allégation commerciale. Et quelle garantie ça apporte? C'est l'idée d'apporter la garantie que le bois est transformé en France et que le bois est issu de forêts françaises. Donc, on n'est pas sur un simple Made in France, comme on voit beaucoup par ailleurs. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien l'origine finalement de la marque Bois de France. Des démarches de Made in France, il en existe plein. Il y a par exemple la certification Origine France Garantie, etc. Mais toutes ces démarches n'incluent pas l'origine de la matière première. Et donc, voilà, on a affaire en France à une filière forêt-bois qui est complète, avec une ressource forestière qui est là, qui nous permet de fournir un bois important et qui permet donc de faire de nombreux produits. Donc, autant la valoriser. Et puis, évidemment, tout en valorisant aussi notre transformation française. Donc, ça, c'est vraiment l'origine de la marque. Et c'est vraiment important à garder en tête parce que voilà, tous les choix après qu'on va faire derrière sont faits pour apporter cette garantie-là. Au niveau historique, la marque Bois de France, et ça c'est important aussi, c'est une idée des professionnels pour les professionnels. C'est vraiment ça l'histoire, hein, ça s'est vraiment passé comme ça avec la promotion des produits issus de forêts françaises et transformés en France, notamment par la Fédération nationale du bois, et certains professionnels qui ont souhaité aller plus loin en disant mais on veut pouvoir distinguer ces produits, on veut pouvoir montrer qu'on justement on répond aux attentes actuelles de la société en produits responsables. Et donc la marque Bois de France, c'est vraiment conçu comme un outil pour les utilisateurs, pour les entreprises d'une part et pour les utilisateurs de bois. D'accord ? Et l'objectif de cet outil, c'est évidemment donc de donner un dynamisme à la filière forêt-bois française à moyen et long terme par la promotion de nos forêts françaises, de nos entreprises françaises et donc par déduction des produits bois de France. Les valeurs qu'on va retrouver derrière la marque Bois de France, du coup, c'est tout ce qui découle justement du fait de prendre des bois issus de forêts françaises et de les transformer en France. C'est une économie locale, responsable. On va soutenir la forêt française, les entreprises françaises, l'économie locale, les emplois locaux, les savoir-faire. L'idée, c'est d'apporter une garantie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, au niveau global, de promouvoir le bois, qui est un matériau renouvelable, biosourcé et qui stocke du carbone. Et une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a présenté de manière un peu globale le Bois de France et ce qui se cache derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le Bois de France a été lancé officiellement en 2019, fin 2019, au salon Batimat très exactement. Moi, je suis arrivé en tout début d'année 2020 pour concrétiser cette marque Bois de France et faire en sorte qu'elle puisse fonctionner. Donc 2020, c'est vraiment l'année de la concrétisation. Voilà, la marque Bois de France, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent parce que son développement a vraiment commencé que cette année, donc début 2020. En plus, voilà, vous savez très bien ce qui s'est passé cette année. C'est pas forcément une année idéale pour lancer une marque comme ça. En tout cas, pour mener les travaux de développement. Après, en termes de contexte, le fait de promouvoir des produits français dans cette année est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2020? La première urgence, c'était d'avoir un système qui soit opérationnel, avec une marque qui a un référentiel. Donc, le référentiel, c'est le cahier des charges, hein, le fonctionnement de la marque, qui soit validé. Ça, on a travaillé au printemps avec des professionnels, avec des partenaires, pour arriver à ce référentiel et on l'a validé donc en juin dernier. Donc, c'est très récent, hein, c'était il y a 6 mois. On a voulu un référentiel qui soit adapté au fonctionnement des entreprises. C'était vraiment très important, encore cette notion vraiment d'outil pour les entreprises. Donc, c'était important pour nous que ça soit bien adapté au fonctionnement des entreprises. Et quand je dis des entreprises, c'est de toutes les entreprises de la filière bois. Pour justement créer une offre de produits Bois de France qui soit une offre large, diversifiée et rapidement disponible, parce qu'avec des vraies capacités de production derrière. Ça, c'était vraiment important. L'autre sujet qu'on a développé cette année et qui va se concrétiser là dans les semaines qui viennent d'ailleurs, c'est qu'on souhaite que cette marque soit vraiment partagée par la filière bois. L'objectif, c'est que ça soit vraiment une marque de filière
Donc, au niveau de l'association qui gère la marque Bois de France, parce qu'il y a une association spécifique pour gérer la marque, on souhaite impliquer les différents organismes de la filière bois dans le fonctionnement et donc dans le fonctionnement de la marque. Donc là, on a une assemblée générale dans quelques semaines, juste avant Noël, durant laquelle tous les organismes nationaux sont invités. Les entreprises qui sont engagées dans la filière, dans la marque, sont aussi des membres de l'association et donc ont aussi leur voix au chapitre, évidemment. Donc, on va pouvoir impliquer tout le monde lors de cette assemblée générale parce que l'idée, c'est d'avoir une communication forte et unanime de la filière sur la marque Bois de France. On souhaite que petit à petit, cette marque puisse devenir un petit peu une marque sous laquelle l'ensemble de la filière se retrouve, une bannière entre guillemets de la filière forêt bois française. Et donc pour arriver à ça, on a un souhait d'un développement à la hauteur de ces enjeux-là. C'est un objectif, alors c'était un objectif d'une centaine d'entreprises en 2020. Alors cet objectif a été fixé avant la crise Covid. On n'arrivera peut-être pas à 100 entreprises finalement en 2020. On en est à 60 aujourd'hui déjà, donc en 6 mois depuis que le référentiel est validé, ce qui est déjà très intéressant. Ça en fait déjà une dizaine par mois, donc c'est quand même un rythme assez soutenu. Voilà, d'ici la fin de l'année, on en aura peut-être 70 ou 75. Ça sera déjà très très bien. Notre vrai objectif, c'est celui de 2021, parce qu'une marque comme ça se construit pas en quelques mois. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc notre vrai objectif, c'est celui de 2021 avec 300 à 400 entreprises. Et au-delà du chiffre, l'idée, c'est d'avoir des entreprises qui soient sur tous les secteurs de la filière bois, ce qui est déjà, avec les 60 que l'on a aujourd'hui, ce qui est déjà quasiment le cas, pour pouvoir vraiment, comme je disais tout à l'heure, créer une offre sur tous les produits de la filière disponibles. Donc voilà, au niveau un petit peu des objectifs de la marque Bois de France et de ce que ça représente. Donc avant de passer au fonctionnement de la marque à proprement parler, déjà sur cette présentation générale, sur ce qu'est finalement l'essence de la marque Bois de France, est-ce que vous avez déjà des questions sur ce sujet-là, sur cette partie-là? Bon, c'est une partie assez générale, donc ça devrait aller. Ce sera peut-être un peu plus technique après. J'en profite pour regarder le chat. Je vois pas de questions. C'est tout bon. Ok. Bon, bah, on avait une, du coup. Oui. Dis-moi. En quoi c'est adapté au fonctionnement des entreprises? Alors, je sais pas, peut-être que tu détailles. Alors là, tu anticipes, voilà, sur la partie suivante. Pas de souci, c'est une très bonne transition. Je vais du coup, voilà, si vous n'avez pas de questions sur cette première partie très très générale, je vais vous présenter donc la partie fonctionnement. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans comment fonctionne la marque Bois de France pour apporter cette garantie et répondre à tous ces enjeux que je viens d'évoquer avant. Alors, déjà, quel est le périmètre de la marque Bois de France? C'est déjà une première question importante à se poser. Alors, si je schématise très rapidement la filière bois, voilà, on démarre avec une forêt, donc française. On a une ou plusieurs étapes de transformation, évidemment. On va mettre en œuvre un produit pour arriver donc à soit des produits, soit à ce qu'on va appeler des projets un petit peu après. Donc, l'objectif, alors attendez, hop, voilà, ça s'affiche correctement. L'objectif, c'est que les entreprises soient engagées dans la marque Bois de France pour assurer la traçabilité depuis la forêt jusqu'au produit fini. D'accord? Donc, chaque entreprise va pouvoir être Bois de France et assurer cette traçabilité. Et l'objectif, ça sera d'arriver en bout de course sur un produit Bois de France. D'accord? À côté de ces entreprises qui transforment le bois ou qui le mettent en œuvre, on a un certain nombre d'acteurs dans la filière qui peuvent aussi s'engager sur l'utilisation et par exemple la prescription de bois issus des forêts françaises. Je pense notamment, et on en a deux aujourd'hui, aux architectes. Les architectes ont un rôle important pour prescrire certains matériaux et pour aller même un petit peu plus loin en disant, voilà, je prescris du bois, pourquoi pas, mais je vais vous prescrire du bois de France.
Donc tous ces acteurs qui sont pas, qui assurent pas la traçabilité, mais qui sont en parallèle, on va dire, de la filière, c'est important que ces acteurs puissent aussi s'engager dans la marque Bois de France. Donc on a un statut spécifique pour les acteurs engagés, ce qui va leur permettre d'avoir eux aussi l'accès à l'usage du logo Bois de France et pouvoir promouvoir le Bois de France au niveau de leur activité. Alors après, ça, c'est divisé en différentes parties parce que ben voilà, vous imaginez bien que quand on a rédigé les exigences, on ne pouvait pas rédiger les mêmes exigences pour toutes ces parties-là. Donc, on a divisé le référentiel en plusieurs parties. Une partie pour les entreprises, hein, tout ce qui va être traçabilité. Une partie sur les projets Bois de France, parce qu'une entreprise va fabriquer des produits, mais des fois, on va vouloir avoir une porte d'entrée qui va être directement le projet Bois de France. Je pense notamment dans la construction. Dans la construction aujourd'hui, vu qu'on est au début de la démarche, on n'a pas encore forcément, avec 60 entreprises au niveau national, on n'a pas encore forcément toutes les entreprises partout pour répondre sur les demandes en construction bois. Donc, si un promoteur ou un maître d'ouvrage souhaite faire un bâtiment Bois de France, on va pouvoir l'accompagner sur une certification de projet, voilà, sur un suivi de projet pour vérifier que son bâtiment est bien fait avec des bois issus des forêts françaises et transformés en France et lui permettre, si c'est le cas, d'avoir accès à la marque et de dire que c'est un bâtiment Bois de France. Donc ça, c'est une démarche spécifique que je pourrais vous détailler d'ailleurs. J'ai gardé quelques diapos dans un coin, je pourrais vous la détailler s'il y en a qui sont intéressés aujourd'hui. C'est pas un souci. Et puis la troisième partie, c'est les acteurs engagés, où là, c'est quelque chose d'assez simple pour permettre, pour définir quelques règles hein, quand même par rapport à la promotion Bois de France. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la partie principale de la marque Bois de France. C'est vraiment la partie suivi, traçabilité de la marque pour savoir un petit peu comment ça fonctionne dans une entreprise, notamment donc pour répondre aux quelques entreprises qui sont là ce soir. Alors, comment ça fonctionne Bois de France dans une entreprise? Alors, on va prendre le cas d'une entreprise hein, quelconque. Une entreprise, c'est évidemment des approvisionnements. Ça va être une transformation pour arriver à la commercialisation de produits. Alors, au niveau des approvisionnements, soit c'est une entreprise qui s'approvisionne directement en forêt, et à ce moment-là, soit la forêt est établie sur le territoire national. Hein, alors aujourd'hui, Bois de France est vraiment orienté sur le territoire métropolitain. Demain, s'il y a des demandes dans les dom-tom, on verra comment on fait, mais pour l'instant, on est vraiment sur le territoire métropolitain, donc France et Corse. Donc, soit la forêt est sur le territoire national et c'est donc du bois de France, soit c'est du bois qui vient de l'extérieur des frontières de la métropole, et donc ce n'est pas du bois de France. Ce qu'on demande aussi, c'est que pour apporter un minimum de garantie par rapport à la gestion de la forêt, c'est que le bois, quand on l'achète, que les entreprises l'achètent directement en forêt, que ce soit du bois soit PEFC, soit FSC, il y a quelques forêts FSC en France maintenant, et si ce n'est pas une forêt certifiée par l'un ou l'autre système, de bien respecter le règlement bois de l'Union européenne. Donc ça permet au niveau de la marque Bois de France d'apporter une certaine garantie minimum sur l'exploitation et la gestion des forêts, et ça permet aux entreprises de bien être dans l'application des réglementations, parce qu'on sait malheureusement qu'encore aujourd'hui, sur le RBUE, certaines entreprises ne sont pas forcément au courant. Ça leur permet d'avoir une petite piqûre de rappel sur le sujet. Après, on a évidemment des entreprises qui sont un peu plus à l'aval de la filière et qui vont acheter des matières bois déjà transformées une ou deux fois. Et donc là, soit elles vont acheter un produit Bois de France, soit elles vont acheter un produit non Bois de France. C'est un petit peu la même chose, hein, c'est normal. Et enfin, il peut y avoir aussi dans une entreprise d'autres approvisionnements de bois. Hein, je pense notamment à tout ce qui va être quincaillerie pour de la menuiserie, des choses comme ça. Bon, bah, ça ne sera pas suivi dans Bois de France. Un Bois de France ne s'intéresse vraiment qu'à la matière bois. Une fois que l'entreprise a fait tous ces approvisionnements, en interne, pour le suivi, pour la traçabilité dans l'entreprise, elle a le choix entre deux méthodes. La première méthode, c'est la séparation physique. Alors, qu'est-ce que c'est la séparation physique? C'est l'idée de séparer vraiment les bois de France des bois non bois de France. Donc, c'est soit une séparation dans l'espace, hein, par exemple, avec des stocks, certains stocks qui sont les stocks bois de France et d'autres stocks qui sont les stocks non bois de France, soit, si on ne peut pas démultiplier les espaces de stockage,
identifier les produits Bois de France pour ne pas les mélanger à ceux qui ne sont pas Bois de France. Voilà. On peut aussi avoir une séparation physique dans le temps, ce qu'on appelle dans le temps, où on va dans le processus de transformation transformer à un moment donné du Bois de France et à un autre moment du bois non Bois de France. C'est un peu l'application de la séparation dans l'espace sur l'outil de transformation. Donc ça, c'est la séparation physique. C'est notamment le système qui est utilisé par les marques locales telles que Bois des Territoires du Massif Central. Hein, Clément pourra peut-être vous le détailler tout à l'heure. Mais dans Bois de France, vu qu'on s'adresse à vraiment l'ensemble des produits, parce que sur les marques locales s'adressent aux produits, se concentrent sur les produits de la construction bois. Hein, Clément, encore une fois, hein, Clément pourra vous expliquer tout ça tout à l'heure. Bois de France, on a vraiment le souhait, hein, comme je disais tout à l'heure, d'être présent sur l'ensemble des produits de la filière, sans distinction, pour que ça soit vraiment une marque auprès de laquelle l'ensemble des entreprises et l'ensemble de la filière puissent s'adhérer et s'engager et adhérer. Donc, on a aussi, du coup, pour pouvoir s'adapter à toutes ces entreprises, et notamment à celles qui sont dans l'incapacité, de par leur processus de transformation, de par certaines problématiques techniques, et qui sont dans l'incapacité de mettre en place la séparation physique, parce que des fois, ce n'est pas possible. Oui, pardon. Pardon, excusez-moi, je fais une petite parenthèse sur la séparation physique. Excusez-moi, j'avais oublié. La séparation physique donc, vous permet de faire des produits soit Bois de France, soit non Bois de France, en fonction de ce que vous aviez acheté, évidemment. Je reviens sur la deuxième méthode. Quand une entreprise n'a pas les moyens de faire de la séparation physique, on va lui proposer de faire ce qu'on appelle du pourcentage moyen. Le pourcentage moyen, qu'est-ce que c'est? Ça va être un mélange des bois où on va calculer un pourcentage. Donc là, par exemple, je prends cet exemple-là où vous avez une entreprise qui a acheté, on va parler en mètres cubes, 8 mètres cubes de bois, Bois de France, et 2 mètres cubes de bois, non Bois de France. Elle ne peut pas les séparer dans l'entreprise sur la fabrication de tel ou tel produit. On peut prendre l'exemple, par exemple, du granulé. Hein, le granulé, une entreprise qui fait du rabotage et qui utilise ces sciures issues de la raboterie pour les passer dans la presse et faire du granulé. Ça va être très compliqué de séparer tout ça, évidemment, parce qu'elle va avoir qu'un seul tas qui sort de la raboterie. Elle va avoir qu'une seule presse, et surtout, elle va avoir qu'un modèle de sac. Elle ne va pas faire plusieurs modèles de sacs de granulés. Ça sera extrêmement compliqué en termes de gestion et en termes aussi de commercialisation et de marketing. Donc, elle va essayer d'atteindre un taux important de Bois de France, le plus important possible, et elle va calculer son pourcentage, donc sur ses approvisionnements, et l'appliquer sur ses sorties. D'accord? Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, on va arriver sur un produit Bois de France à 80%. Donc, quand l'entreprise applique cette méthode de pourcentage, elle sort un produit avec un pourcentage moyen Bois de France. Hein, et donc, quand on accepte cette méthode de traçabilité du bois, il faut qu'on définisse un seuil à partir duquel on dit que c'est un bois Bois de France, un produit Bois de France. Dans la marque Bois de France, ce seuil a été défini à 80%. On a volontairement voulu avoir un seuil qui soit quand même assez élevé pour qu'il y ait une vraie crédibilité derrière la marque Bois de France, que quand un consommateur ou un maître d'ouvrage commande un produit en Bois de France, qu'il n'y ait pas que 5%, si je caricature, qu'il n'y ait pas 5% de Bois de France derrière, mais qu'il y en ait bien au moins 80%, donc une très, très, très grosse majorité. Pour comparaison, si vous connaissez un petit peu le système PEFC, dans PEFC, on peut afficher qu'un produit est PEFC à partir de 70%. Voilà, donc on a souhaité, nous, aller un petit peu au-delà dans Bois de France pour vraiment asseoir cette crédibilité de la marque. En sachant que, par exemple, que dans le PEFC, aujourd'hui, le taux de 70% n'est pas du tout remis en question. Le taux de 80%, normalement, ne devrait pas l'être. Donc voilà comment ça fonctionne un petit peu de manière générale dans une entreprise. Donc pour les entreprises qui sont présentes ce soir, Transbois, Philippon, vous pouvez peut-être imaginer chez vous, dans votre entreprise, comment ça peut fonctionner en fonction peut-être aussi de chaque groupe de produits que vous mettez en œuvre. Si vous avez plusieurs groupes de produits, plusieurs process de transformation, vous pouvez imaginer, parce qu'on peut imaginer des entreprises qui mettent en place la séparation physique sur certains produits, quand ils fonctionnent à la commande, par exemple, ils commandent un certain bois avec lequel ils vont faire un certain produit, c'est souvent le cas, par exemple, chez les charpentiers, ou au contraire, le pourcentage moyen, quand on a des mélanges de bois. Voilà. L'utilisation, alors une fois qu'on a mis en place ce suivi de la marque Bois de France dans l'entreprise, on va pouvoir utiliser
utiliser le logo Bois de France, la marque Bois de France. Alors la marque Bois de France, il faut savoir que c'est une marque déposée, hein, évidemment, et il faut un certificat valide pour l'utiliser. C'est nous qui autorisons les entreprises engagées à utiliser la marque. Il y a deux utilisations possibles du logo Bois de France. La première utilisation, c'est l'utilisation par l'entreprise. Ça, c'est des choses assez classiques hein, qu'on retrouve dans n'importe quelle certification, notamment PEFC ou d'autres, où là, l'entreprise, à partir du moment où elle est engagée Bois de France, elle va pouvoir utiliser le logo Bois de France. Simplement, dans Bois de France, on a mis une petite subtilité, c'est que pour pouvoir utiliser le logo Bois de France, l'entreprise doit atteindre un certain seuil d'approvisionnement global Bois de France. Donc c'est là où on retrouve le seuil, on va dire normal, de 80%, hein, le même seuil que pour le produit. Simplement, pour les premières années de démarrage de la marque, pour les activités autres que la première transformation, donc plus à l'aval de la filière, on a abaissé un petit peu le seuil pour permettre à plus d'entreprises de profiter de la marque pleinement. Mais l'objectif est bien qu'à terme, tout le monde soit à 80%. En dessous de ce seuil, pour ne pas refuser les entreprises, on accepte une entreprise, parce qu'une entreprise peut tout à fait avoir le cas de produits 100% Bois de France, mais sur d'autres produits, ne pas arriver à faire du Bois de France, mais elle veut quand même valoriser ses produits en bois français. Donc, elle va pouvoir venir dans la marque Bois de France, mais simplement au niveau du logo général de l'entreprise, on lui indiquera, comme vous le voyez là, un logo avec en dessous la mention certificat. Donc là, par exemple, 40%. Ce qui va permettre à cette entreprise d'être quand même Bois de France, mais ce qui va permettre en termes de communication d'être très clair vis-à-vis des personnes externes à l'entreprise. Une entreprise sera soit une entreprise, entre guillemets, pleinement Bois de France, si elle est au-dessus d'un certain seuil, soit elle sera une entreprise X% Bois de France. C'est important, c'est vraiment un souhait des professionnels. C'est là où on voit aussi que c'est une marque qui a été construite par des professionnels. Hein. C'est un souhait des professionnels qu'une entreprise qui, encore une fois, je caricature, est à 5 ou 10%, ne puisse pas communiquer de la même manière qu'une entreprise qui fait l'effort d'être à 80, 90 ou 100%. Voilà. Donc, c'est vraiment ce souhait de distinction des différentes entreprises, de clarté finalement dans la communication des entreprises. Et à côté de cette utilisation par les entreprises, il y a évidemment l'utilisation sur le produit Bois de France en tant que tel. Alors, quand je dis utilisation sur le produit, évidemment, dans le bois, on marque rarement le produit en tant que tel. Donc, quand je dis utilisation produit, ça va être utilisation sur l'emballage du produit, par exemple, sur une brochure commerciale qui parle de ce produit-là. Dès que c'est un lien, dès que c'est une communication qui a un lien direct avec le produit. Dans ce cas-là, pour l'utilisation produit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faudra, pour pouvoir utiliser le logo Bois de France et la marque Bois de France, hein, de manière générale, même le terme Bois de France, il faudra que le produit contienne au moins 80% de Bois de France. Donc ça, c'est l'utilisation l'utilisation de la marque Bois de France. Hein. Donc là, c'est pareil, vous pouvez voir un petit peu en fonction des différentes utilisations, là où vous pourrez retrouver le logo et là où vous ne pourrez pas le retrouver. Donc maintenant qu'on a vu comment le bois peut transiter dans une entreprise, comment l'entreprise peut utiliser le logo Bois de France, voyons un petit peu comment maintenant elle va s'engager. Si une entreprise est intéressée pour venir dans la marque Bois de France, au vu de tout ce qu'on vient de dire, une entreprise va d'abord devoir remplir quelques formalités d'engagement, ça c'est assez normal. Hein. Il y a un formulaire, alors là aussi on a essayé d'être le plus efficace possible hein, pour les entreprises, c'est un formulaire en ligne qui demande un certain nombre d'informations sur l'entreprise. Il y a évidemment aussi une cotisation à régler, je vous montrerai les tarifs juste après cette diapo. Une fois que l'entreprise a rempli ce formulaire, on va instruire le dossier au niveau de Bois de France. Ça, c'est une étape importante parce que ça va permettre de délivrer le certificat dès cette instruction, si cette instruction est positive. D'accord? Donc, ça va permettre de délivrer le certificat Bois de France et le logo Bois de France assez rapidement aux entreprises, en tout cas aux entreprises qui remplissent correctement le formulaire et qui ont un vrai engagement Bois de France. Si l'instruction est évidemment négative, il faudra attendre un petit peu, mais si l'instruction est positive, et c'est le cas aujourd'hui pour les premières entreprises qui sont venues dans la marque, ça permet d'accéder à la marque extrêmement rapidement, des fois en quelques jours. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, l'entreprise devra rentrer dans son rythme d'audit annuel par un organisme certificateur. Donc, à partir de la délivrance du certificat, elle aura 12 mois pour faire son premier audit. Pourquoi on laisse cette période-là? C'est pour rentrer tout de suite dans le rythme annuel
d'audit, hein, et aussi surtout pour pouvoir attendre potentiellement un autre audit qui a lieu dans l'entreprise. Là aussi, recherche d'efficacité, on permet de mutualiser l'audit Boîte France avec d'autres certifications. Donc, si une entreprise est déjà, par exemple, certifiée PEFC ou dans la Syrie, on a aussi, par exemple, la marque HCE ou d'autres certifications. Encore hier, j'ai eu quelqu'un qui faisait du bois de chauffage, qui est NF bois de chauffage. Bon, ben voilà, il a un auditeur qui vient pour ça. Il va pouvoir mutualiser son audit qu'il a déjà avec Boîte France. Ça va lui permettre de payer donc moins cher son double audit que 2 audits séparés. Hein. Quand on mutualise par exemple avec PEFC, quand l'audit PEFC coûte 100, un audit PEFC plus Boîte France, ça ne va pas coûter 200, ça va coûter entre 130 et 150. Donc ça permet là aussi d'avoir un coût d'audit, un coût d'accès à la marque Boîte France qui soit très réduit et très efficace. Ça peut marcher donc aussi, comme je disais, avec d'autres certifications. La mutualisation sera peut-être plus ou moins importante, hein, si c'est une certification qui est absolument pas sur des notions de suivi de bois, etc. Bon, la mutualisation sera peut-être un peu moins importante, mais ça permet quand même d'éviter au moins qu'il y ait 2 déplacements, donc 2 frais de déplacement de l'auditeur, etc., etc. Donc, la mutualisation est quand même possible avec n'importe quelle autre certification. C'est important de le noter. Donc voilà, donc ce qu'il y a à retenir sur cette diapo-là, c'est qu'on a essayé de rendre le fonctionnement de Boîte France le plus efficace possible pour les entreprises, qu'on sait que toutes les certifications, c'est toujours des charges, hein, pour les entreprises, donc on va essayer de s'intégrer le mieux possible dans le fonctionnement déjà de l'entreprise et dans ses éventuelles certifications aussi, et puis en termes de réactivité, comme je vous l'ai dit, avec une instruction de dossier, une délivrance du certificat qui peut être très rapide si nécessaire. Je vous parlais du coût, alors je vous l'affiche tout de suite. Il y a un seul barème dans Boîte France pour tout le monde, que ce soit pour nos membres à l'association, que ce soit pour les acteurs engagés dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr que ce soit aussi pour les entreprises. Donc c'est pour ça que la première colonne parle de chiffre d'affaires ou budget, hein, parce que quand on a affaire à des associations, par exemple, ou des syndicats, c'est pas un chiffre d'affaires, c'est un budget. Donc voilà, on a une grille de cotisation en fonction du chiffre d'affaires total pour les entreprises. Donc inférieur à 1,5 million, entre 1,5 million et 2,5 millions, 2,5 millions à 12,5 millions et supérieur à 12,5 millions, donc vraiment les très grosses entreprises, avec une cotisation annuelle qui va donc de 300 à 1 200. Hein, donc vous voyez au grand maximum 100 € par mois pour bénéficier de la marque. Et on a défini un accès partenaire pour permettre aux entreprises qui viennent via un partenaire Boîte France d'avoir un accès un peu privilégié à la marque Boîte France. On va proposer à ces entreprises un accompagnement déjà pour accéder à la marque, hein, s'il y a besoin d'un coup de main, d'une explication pour mettre en place la marque dans l'entreprise. Et puis surtout, donc d'avoir un coût aussi d'accès à la marque avec une réduction de 30% sur la cotisation de la première année. Donc là, sachez que Fibois Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de la marque Boîte France et donc peut vous proposer cet accès partenaire avec cette réduction sur la cotisation de la première année. C'est à noter, c'est toujours intéressant. Ça permet de venir dans la marque à moindre coût, voilà, et d'essayer de voir si la marque est intéressante pour l'entreprise et ensuite de s'inscrire dans la durée sans problème. Et puis, évidemment, donc il faut rajouter à ça quand même des frais d'audit. Hein. Alors là, je ne peux pas vous mettre de tarifs parce que chaque organisme certificateur fait ses propres tarifs, hein, et puis ça dépend là aussi de la taille de l'entreprise, mais ce n'est pas forcément les mêmes critères que le simple chiffre d'affaires. Hein. Des fois, ça va être en fonction du nombre de processus de transformation, de la diversité des approvisionnements, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment à voir avec l'organisme certificateur. À savoir que nous avons déjà une liste de 5 organismes certificateurs avec lesquels nous travaillons. Donc le FCBA, évidemment, c'est le plus connu, Qualisud, qui intervient, je pense, pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes, Ecocert, SGS, qui commence à intervenir aussi, ce sont des Suisses, et WoodBE, ce sont des Belges, ils interviennent pas mal dans le nord de la France et sur le Grand Est. Cette diversité d'organismes certificateurs, ça va être intéressant aussi pour les entreprises, parce que ça va permettre de faire marcher la concurrence entre les organismes certificateurs. Parce que c'est vrai qu'au niveau de ces entreprises-là, au niveau de ces prestataires-là, on peut des fois avoir des coûts qui varient du simple au double. Donc, c'est important de pouvoir les mettre en concurrence.
Donc voilà au niveau du coût annuel de la marque, pour compléter un petit peu tout ce que j'ai dit avant. Avant de passer à Bois de France sur les marchés, est-ce que donc là sur cette partie qui était une partie un peu plus importante là, pour le coup, sur le fonctionnement de la marque, sur les étapes de l'engagement, sur l'utilisation du logo Bois de France, donc là on était vraiment sur le cœur du fonctionnement de la marque. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Alors, pour rappel, il y a une personne qui nous a rejoint. Pour rappel, il y a une séance, une séquence questions-réponses après chaque partie de l'intervention de Jérôme. Mais il y a aussi le chat qui peut être utilisé au fil de la présentation pour réagir sur des diapos et donc qu'on puisse facilement revenir dessus. Bon. Pour l'instant, je vois pas de questions. Je vous laisse encore quelques secondes pour réagir si vous le souhaitez. Sinon, c'est peut-être que j'ai été très clair ou alors que je vous ai tous endormis. C'est soit l'un, soit l'autre. J'espère que ce sera la première solution. Moi, j'ai une question parce que j'imagine que ça représente aussi, comme toute certification ou démarche de certification, ça va représenter aussi du temps pour l'entreprise pour mettre en place ce système-là. Vous l'avez estimé, sachant qu'effectivement, si c'est déjà une entreprise qui est PEFC, je pense que c'est ce qu'on observe pour l'instant sur les autres types de certifications. Ça paraît assez simple pour elle parce qu'elle est déjà un peu dans ce moule-là et ces habitudes-là, et puis cette gestion administrative, physique ou pourcentage. Par contre, pour les entreprises de deuxième transformation, des menuisiers, des charpentiers, eux, ils sont très rarement PEFC, voire quasiment jamais PEFC. Donc pour elles, voilà, il y a une distinction peut-être entre les deux à faire. Vous avez estimé le temps que ça peut représenter? Alors, non, on n'a pas d'estimation du temps que ça peut représenter parce que ça peut être extrêmement différent d'une entreprise à une autre. Entre une entreprise, par exemple, je vais prendre le cas. Alors, et puis c'est difficile de comparer avec PEFC aussi parce que dans PEFC, vous le savez tous, c'est que toutes les forêts ne sont pas forcément certifiées PEFC. En France, il y en a à peu près un tiers de forêts certifiées PEFC. Donc, les entreprises n'ont pas accès à la même ressource PEFC, donc leur taux de PEFC dans l'entreprise et il y a un vrai taux PEFC dans l'entreprise, quelle que soit la région dans laquelle se situe l'entreprise. C'est rare d'avoir une entreprise à 100%. Alors que dans Bois de France, on peut tout à fait avoir des entreprises, notamment en Auvergne, parce qu'une entreprise de première transformation en Auvergne, il y a quand même peu de chances qu'elle ait du bois qui vienne de l'étranger. Le transport serait quand même assez important. Donc, on peut imaginer des entreprises de première transformation qui, en PEFC, vont être obligées de mettre en place un crédit de quantité ou un pourcentage moyen. Crédit de quantité, c'est une troisième méthode qui existe de suivi qu'on n'a pas retenue dans Bois de France parce qu'elle déconnecte complètement les appros et les produits et qui est assez complexe à suivre, un peu plus complexe en tout cas que le pourcentage moyen. Là, en Bois de France, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même des entreprises de première transformation sont en séparation physique Bois de France parce qu'elles sont à 100% Bois de France. Donc finalement, dans leur fonctionnement, ça va rien changer dans le sens où, enfin, à part de bien continuer à avoir des appros 100% Bois de France, mais la séparation physique dans l'entreprise se fait d'elle-même dans le sens où tous les bois qui sont dans l'entreprise sont Bois de France. Donc la séparation dans l'espace, elle se fait d'elle-même. L'ensemble du site de l'entreprise et l'emplacement Bois de France. Et donc là, quand on est par exemple dans ce cas-là, être Bois de France va entraîner très très peu de charges administratives pour l'entreprise. Au début, il faut mettre en place la procédure, mais ça, on a rédigé un modèle de procédure. Moi, quand j'ai une entreprise au téléphone et qu'on fait ça ensemble, le modèle de procédure, même le temps de le lire, d'adapter à l'entreprise, en une demi-heure à 1 heure, on peut arriver à faire la procédure, suivant aussi les connaissances qu'a l'entreprise sur ces sujets-là. Donc ça peut, même cette étape-là peut aller assez vite. Et après, au fur et à mesure de l'année, elle va enregistrer ses achats, elle va enregistrer ses ventes, mais ça c'est comme n'importe quelle entreprise. Et la vérification se fera par l'auditeur 1 fois par an. Donc ça peut être extrêmement rapide en termes de mise en œuvre pour certaines entreprises. Ça va évidemment être un peu plus compliqué pour des entreprises, notamment quand on va arriver sur l'aval de la filière, où là on va retrouver plus facilement des produits
en bois étranger qu'il va falloir potentiellement séparer physiquement, etc., pour pas les mélanger. Donc, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'une entreprise qui a déjà, qui suit déjà un minimum de ses bois, pour elle, ça va quand même être très simple et très rapide à mettre en œuvre. Si elle connaît déjà aussi, par exemple, PEFC, en effet, ça va faciliter l'acquisition, en tout cas, de la méthodologie Bois de France. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Très bien, sinon je vais en reposer une autre du coup. Vas-y, je t'en prie. Moi je voulais savoir si je suis une entreprise, je me dis ouais, Bois de France, pourquoi pas, mais je me dis aussi, est-ce que ça me permet de, alors soit conserver des marchés, c'est le minimum, j'allais dire, mais est-ce que ça me permet de développer des marchés? Est-ce qu'il y a eu des études de fait en disant il y a un phénomène de société, il y a une demande qu'on estime à temps, une sensibilité qui est importante, qui risque de se développer dans les années à venir et qui va conduire, alors ça dépend des entre guillemets des consommateurs ou type de clients, mais voilà, est-ce qu'on a mené ça auprès de la maîtrise d'ouvrage public, de la maîtrise d'ouvrage privé, auprès du particulier, auprès de voilà, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, une stratégie qui est sur laquelle s'appuie Bois de France pour développer Alors, merci Jean-Pierre pour cette question. Je pense que les intervenants vont finir par croire qu'on s'est mis d'accord pour les transitions entre les parties, parce que tu fais de nouveau une très bonne transition avec la partie suivante. Mais je ne savais même pas ce soir qu'on avait une conférence Bois de France, tu vois. Ah, c'est ça, d'accord. Eh ben, écoute, voilà, je suis ravi que tu la suives avec nous. Donc, Bois de France sur les marchés, merci pour cette transition. Alors, en effet, évidemment, il y a une attente de plus en plus importante sur ce genre de produits. Enfin, ça, je pense que je vais l'apprendre à personne quand je dis ça. Donc, une société qui demande de plus en plus de produits fabriqués en France. On le voit, il y a des initiatives Made in France qui se multiplient. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, par exemple, le slip français. Il y a une autre marque qui s'appelle 1083. C'est une marque qui fabrique des jeans où le jean fait 1083 km maximum, parce que c'est la distance entre le nord et le sud en France. La chaise française, il y a en effet d'autres des produits spécifiques bois, en tout cas l'ameublement, c'est pas forcément que du bois, mais qui se développent aussi. Alors ça, c'est des entreprises, hein, mais qui mettent en avant leur fabrication made in France. Et ça, on en a de plus en plus. Je suis une société qui s'appelle la Carte Française. C'est une carte cadeau en produits français. Ils ont référencé déjà plus de 150 marques différentes, entreprises différentes qui mettent vraiment en avant cette origine de la fabrication. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, qui se développe très, très rapidement. Et puis, en plus, cette année, il y a cette fameuse crise Covid. C'est une vraie crise pour nos entreprises, ça c'est clair, on ne peut pas l'ignorer. Mais c'est une crise qui aura eu quand même le mérite de mettre en avant notre dépendance industrielle vis-à-vis d'autres pays, notamment vis-à-vis de l'Asie. Ça a amplifié le phénomène que je viens de vous décrire précédemment, même au niveau politique. Regardez aujourd'hui le plan France Relance, on n'a jamais autant parlé de réindustrialisation, etc., etc. Donc ça, on est aussi dans une conjoncture actuelle qui va vraiment dans le sens du développement de la consommation, que ce soit par les marchés privés et publics, de biens, de produits issus de transformation française. Et puis alors nous, finalement, dans le bois, on est capable non seulement de promouvoir la transformation, mais aussi, comme je le disais tout au début et comme je vous l'ai finalement expliqué depuis tout à l'heure, la mise en avant aussi de la ressource française. Donc là, c'est vraiment pour nous, on peut être vraiment en plein dedans et répondre totalement à ces attentes de la société. Donc ça, clairement, enfin, il y a des études qui existent, alors qui sont pas spécifiques à la filière bois, donc je vais pas les citer là, mais il y a plein d'études qui démontrent que les particuliers d'une part, mais aussi les entreprises, aussi les collectivités publiques sont prêtes aujourd'hui à faire en sorte d'orienter leurs achats vers des produits fabriqués en France.
Donc ça, c'est très intéressant et on s'inscrit finalement dans cette veine-là. Donc aujourd'hui, Bois de France va être une réponse très claire à cette demande-là. Alors ensuite, en France, partout ailleurs, d'ailleurs, on a deux grands types de marchés. On a les marchés privés, évidemment, d'un côté, et les marchés publics de l'autre. Donc il faut les distinguer parce qu'ils fonctionnent quand même pas de la même façon. Alors, je vais commencer par les marchés privés. Les marchés privés, bon, déjà, ce sont les marchés majoritaires de la filière bois. C'est quand même important de le rappeler parce que c'est un marché qui regroupe un certain nombre d'acteurs. On va avoir évidemment les particuliers, de par toutes les constructions. Alors même si la construction bois aujourd'hui, c'est assez peu, on peut imaginer qu'elle va se développer dans les années qui viennent, notamment avec la RE 2020, des choses comme ça, et en tout cas sur tout ce qui est réhabilitation, la filière bois est très bien placée. Mais tout ce qui va être aussi menuiserie intérieure, notamment on utilise quand même beaucoup de bois, tout ce qui va être ameublement, dans l'alimentaire, des cagettes, des boîtes de fromage, et j'en passe, ça reste des produits en bois. Donc le particulier en consomme aussi vis-à-vis de ça. Et puis évidemment, le chauffage aussi, le bois de chauffage, le granulé, ça peut être une source de consommation du bois par le particulier. On a aussi affaire à toutes les entreprises françaises qui, enfin établies en tout cas sur le sol français, qui vont elles aussi utiliser du bois, soit dans leur construction évidemment, dans leurs bâtiments, hein, mais là aussi pour leur menuiserie intérieure, pour leur ameublement, les meubles, les bureaux sont souvent des bureaux en bois. Et puis, elles vont aussi utiliser beaucoup de bois, souvent dans les transports. La palette, aujourd'hui, est quand même majoritairement en bois. Dès qu'il faut faire transporter des choses un petit peu particulières, on va faire appel à des caisses souvent qui sont très même souvent en bois. Donc, chaque entreprise va aussi être une grosse consommatrice de produits bois. Et puis enfin, il y a aussi les promoteurs privés. Hein. Quand on parle de construction, on parle souvent de construction publique, mais il y a aussi toute la construction privée. Hein. Il y a énormément de promoteurs privés. Certains commencent à s'engager aussi dans l'utilisation du bois parce qu'ils voient bien que c'est le produit de demain pour la construction. Et même certains, aujourd'hui, s'orientent vers des produits en bois issus des forêts françaises. Vous avez peut-être vu dans les communication de ces dernières semaines, un constructeur, un promoteur qui s'appelle REI Habitat, qui est un promoteur d'Île-de-France, qui maintenant d'ailleurs commence à travailler aussi dans d'autres agglomérations, et qui prend aujourd'hui l'engagement, d'ailleurs il a eu un très gros actionnaire qui est rentré au capital qui s'appelle AXA pour pouvoir se développer, et son objectif c'est de construire uniquement en bois, c'est ce qu'il fait déjà, et surtout uniquement en bois français. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai engouement, y compris sur les marchés privés, pour cette consommation responsable, on va dire, de produits bois. Donc ça, c'est le marché majoritaire de la filière et il y a une demande sur ces marchés-là. Je prends par exemple l'exemple du chauffage au bois. Hein. Aujourd'hui, dans Bois de France, sur les 60 entreprises, on a déjà plusieurs producteurs et revendeurs de granulés de bois. Parce que sur le granulé de bois, les professionnels souhaitent mettre en avant justement l'origine de leurs produits pour faire face à la concurrence étrangère sur les granulés de bois. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour nous de s'adresser à l'ensemble des marchés, à l'ensemble des produits de la filière pour être présent autant sur les marchés privés que sur les marchés publics. Et les marchés publics, bon, ça reste évidemment des marchés importants hein, pour la filière bois et c'est important aussi, même je dirais plus presque en termes d'image, parce que les marchés publics, notamment en construction, ça reste des marchés qui sont souvent exemplaires. On a des très belles constructions publiques qui permettent de mettre en avant l'utilisation du bois dans la construction. Donc, ça reste des marchés importants, évidemment. Sur les marchés publics, la demande est très forte aussi. Je vous donne quelques exemples là. Il y a quelques semaines, début novembre, en Île-de-France, 28 acteurs de la construction ont signé un pacte bois et biosourcé pour augmenter leur part de construction en bois. Ça représente 1 200 000 m² en 5 ans, c'est énorme. Et d'autres personnes, des collectivités notamment, vont rejoindre ces 28 premiers signataires en février là, 2021. Donc, il y a un vrai engouement pour la construction bois sur l'Île-de-France. Et d'ailleurs, là, si on parle l'Île-de-France, on se rend bien compte que l'Île-de-France, aujourd'hui, ne peut pas utiliser
que du bois issu d'Île-de-France, hein, ça serait une hérésie, c'est pas possible, la ressource serait pas suffisante, puis c'est une ressource principalement feuillue, donc ça marche pas. Donc l'Île-de-France va vraiment, elle, pour pouvoir avoir une consommation responsable de bois, s'adresser à l'ensemble du territoire national et donc va demander du bois de France. On a vu aussi passer récemment dans la presse, alors, plus la presse locale, l'engagement de l'agglomération de Saint-Nazaire. C'est un autre exemple hein, qui s'engage aujourd'hui dans la construction bois, dans la construction en bois français. Je peux vous citer aussi le plan arbre du conseil départemental 67, hein, le Bas-Rhin, qui là aussi va recenser les constructions bois sur le département et va essayer de les orienter vers du bois local et du bois français. Donc on voit qu'un peu partout se multiplient là aussi des initiatives vers l'utilisation d'une part de bois, parce que tout le monde sent que c'est bien le matériau de demain, hein, et d'autre part vers du bois français pour avoir pour permettre et mettre en avant une consommation responsable de ce produit-là. Alors, Bois de France, du coup, se doit évidemment d'apporter une réponse à ces marchés-là, comme elle répond déjà au marché privé. Alors, il y a deux étapes là-dessus. Le premier, c'est de faire un vrai travail juridique sur le sujet pour voir comment inscrire Bois de France, parce que quand on est dans les marchés publics, on doit répondre au code des marchés publics. Donc, les appels d'offres ont des règles particulières. On est en train de mener ce travail-là avec un juriste et le résultat de ce travail est attendu pour janvier. Donc, vous voyez, on est vraiment, on a commencé ce travail il y a quelques semaines. On est vraiment dans un temps de travail très court parce qu'on veut apporter une réponse sur les marchés publics très, très rapidement, donc dès 2021, hein, dès même le début de l'année 2021. Donc ça, on pourra, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous donner les résultats de ces études dès le début de l'année 2021. Et évidemment, ça, c'est les aspects juridiques, notamment sur des aspects de certification, d'accréditation par le COFRA, etc. Donc tout ça, ça va être travaillé, puis c'est quelque chose que l'on fera s'il le faut. Et puis, à côté de ça, il y a une réponse technique aussi à apporter à ces marchés publics. Et ça, la réponse technique, elle est déjà présente dans Bois de France par la multiplicité des produits qui sont d'ores et déjà disponibles par les 60 entreprises dont j'ai parlé et par les capacités de production qu'on va engager dans la marque Bois de France. Parce que la difficulté aussi sur une marque comme celle-ci, ça va être d'être en capacité de répondre au marché. Si demain, on fait en sorte de pouvoir être reconnu dans les marchés publics, il va falloir pouvoir y répondre. Et donc ça, la réponse technique, elle est extrêmement importante. On a démarré, nous, par ce sujet-là pour pouvoir répondre au marché privé et au marché public. Et le deuxième travail qu'on est d'ores et déjà en train de mener, c'est la partie juridique pour permettre aux maîtres d'ouvrage publics d'orienter leur marché vers du bois issu des forêts françaises et transformé en France. Donc voilà, sur les marchés. Donc là, c'est pareil. Sur les marchés, je ne sais pas, c'était une partie un peu plus courte, celle-ci. Est-ce que j'ai de nouveau été clair ou est-ce que j'ai continué à endormir tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire. Ah, je vois qu'il y a une petite bulle sur le chat. Alors, je vais regarder ça. Alors, c'est Anaïs de Fibois Aura qui nous pose la question. Bois de France s'adresse aussi aux produits d'emballage et de chauffage, en plus des produits de construction. Oui, tout à fait. C'est bien ce que je dis hein, depuis le début. On est vraiment sur l'ensemble des produits bois, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des produits bois. C'est vraiment le but du jeu. En France, on a une filière forêt-bois. Le but du jeu, c'est que Bois de France s'adresse à l'ensemble de cette filière. Comme je vous le disais, hein, sur le granulé, ils ont une vraie problématique aujourd'hui de concurrence avec des granulés étrangers. On a aujourd'hui de gros fabricants et de gros négociants de granulés qui sont venus dans la marque Bois de France et on peut imaginer que dans les... Alors, je ne sais pas s'ils vont y arriver pour cet hiver, voilà, parce que c'est un peu court hein, en termes de délai, mais en tout cas, dans les prochains mois, on verra arriver des granulés Bois de France dans les différents magasins, peut-être s'ils distribuent dans les grandes surfaces de bricolage, etc. Donc, l'objectif de Bois de France, c'est d'être présent vraiment partout. Quand je parlais des marchés privés, si je remonte sur les marchés privés, au niveau des particuliers, le but du jeu, c'est que le particulier, demain,
dans sa grande surface de bricolage, il puisse trouver du parquet Bois de France, il puisse trouver des tasseaux Bois de France, il puisse trouver des portes Bois de France, il puisse trouver tous les produits en bois Bois de France. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être présent sur l'ensemble des marchés et donc l'ensemble des produits. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question sur la partie marché. Non, c'est tout bon? Même toi, Jean-Pierre, tu veux pas me faire la transition vers la partie suivante? Tiens, je te donne un indice pour la partie suivante si tu veux. C'est qui, Alex? Ah, je vois qu'il y a... Okay. C'est Anaïs qui te remercie, en fait. Moi, j'avais une question, oui, oui, qui est Alex, en fait? Ah, ça, j'ai pas vu arriver. Je pense que tout le monde se pose la question. C'est écrit Alex sur une tranche de ton image, là, qui représente du bois fendu. Ah, pardon. Oh, dis donc, je savais pas où tu étais. Ok, d'accord, très bien. Ok. J'ai eu du mal à suivre là sur ce coup-là. Non, pour l'instant, moi, ça me paraît plutôt clair. Très bien. Voilà, donc après, la transition, là, je te laisse la faire tout seul. Tu ne l'as pas. Ça marche. Eh bien, tout simplement, on va se rapprocher de votre région, parce que Bois de France, c'est national. Et le but du jeu, là, aujourd'hui, c'est qu'on s'adressait donc à des acteurs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comment voilà, intégrer Bois de France en Auvergne-Rhône-Alpes? Pourquoi on vous présente la marque aujourd'hui et d'ailleurs dans les prochains jours, comme l'a dit Jean-Pierre. La marque Bois de France en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif déjà, c'est que l'avantage de la marque Bois de France, c'est que ça va être forcément une marque qui sera, on l'espère en tout cas, le plus connue possible au niveau national, qui sera visible, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des magasins grand public. Donc on espère qu'on aura une reconnaissance aussi par le grand public. Et quand on dit grand public, ça veut dire aussi des directeurs d'entreprise, des élus, etc., etc. Donc une diffusion de la marque Bois de France qui, on l'espère, sera la plus large possible avec une notoriété qui sera nationale. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, y compris dans une région, parce que ça permet un développement important. L'objectif aussi, c'est d'avoir une exhaustivité du territoire. Bois de France couvre la totalité du territoire national, la totalité des forêts françaises et la totalité des entreprises qui sont établies sur le territoire national. C'est important, notamment pour des régions où une marque locale ne peut pas voir le jour. Je vous parlais de l'Île-de-France tout à l'heure. Dans le travail qui avait initié l'interprofession d'Île-de-France pour engager ces fameux 28 signataires de leur pacte bois et biosourcé, dans les travaux, lors d'une réunion, on a parlé d'une marque locale Bois d'Île-de-France. Ce débat-là s'est terminé très très vite parce qu'en Ile-de-France, la ressource déjà est 96% feuillue. Donc pour la construction bois, ça ne va pas être simple, même si maintenant on commence à voir un petit peu arriver les feuillus dans les structures bois, mais quand même. Et puis surtout, le volume consommé par l'Île-de-France est beaucoup plus important que sa capacité de transformation et de production et de ressources. Donc, il y a des régions, en effet, où il n'y aura jamais la ressource suffisante. Donc, c'était intéressant d'avoir une marque qui couvre l'ensemble des territoires du pays et qui s'inscrivent, je vais l'expliquer après, en complémentarité, du coup, avec les massifs sur lesquels on arrive à avoir une marque locale. Et cette exhaustivité du territoire, elle est intéressante, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes. Je me suis amusé tout à l'heure à coller la carte des bois des territoires du Massif central et la carte bois des Alpes l'une à côté de l'autre. On s'aperçoit que le département de l'Ain, par exemple, n'est pas couvert et une partie de l'Isère et de la Drôme non plus ne sont pas couverts. Donc c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même des forêts dans ces départements ou ces parties de départements, que ces forêts-là, c'est important qu'elles puissent être valorisées. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas, à un moment donné, de label aussi pour ces marques-là, pour ces bois-là, pardon. Donc ça, c'est important, cette exhaustivité de territoire, y compris donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, le but du jeu, c'est que ça soit une marque d'entreprise. On vient pas mal d'en parler là avec les marchés. C'est pour tous les produits, pour tous les marchés. Aujourd'hui, Clément vous l'expliquera, les marques locales comme BTMC se concentrent sur les produits de la construction pour répondre
notamment aux marchés publics locaux. Donc c'est très bien, c'est un fonctionnement intéressant, mais il y a plein d'autres produits à côté qui peuvent attendre justement de pouvoir se distinguer des produits étrangers. Et donc la marque Bois de France peut être là pour ça, notamment comme je le disais tout à l'heure, le granulé et évidemment beaucoup d'autres. Donc déjà on va apporter voilà, un certain nombre d'éléments que ne va pas pouvoir apporter une marque de massif. Et puis, surtout, ce qu'on va faire en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on va rechercher une complémentarité avec les marques locales. Vous avez en Auvergne-Rhône-Alpes 2 marques locales, Bois des Alpes d'un côté, Bois des Territoires du Massif Central de l'autre. Donc l'objectif, ça va être de s'inscrire dans une complémentarité avec ces marques-là pour apporter une réponse sur les marchés qui ne sont pas couverts par la marque, hein, donc les produits bois énergie, comme je disais, les produits de l'emballage aussi, et puis d'autres produits de la construction qui ne seraient pas disponibles localement. Je pense notamment aux panneaux, les panneaux USB, il n'y a pas d'usine, il n'y aura jamais d'ailleurs d'usine de panneaux USB sur chaque massif forestier national. Donc il y a une complémentarité aussi sur les produits de la construction. Je cite aussi là le CLT, hein, il y a 5 usines de CLT en France. Il y en a une seule qui est sur le territoire de BTMC d'ailleurs, et qui est quand même en limite de territoire. Donc la capacité de production en CLT BTMC va être quand même limitée face à une demande qui va sûrement être en plein développement, parce qu'on sait que c'est un produit qui se développe énormément. Donc voilà, on va apporter une complémentarité sur les produits. Et puis, on va essayer aussi de s'inscrire dans une complémentarité d'échange entre nos structures. Aujourd'hui, on engage des partenariats avec BTMC et avec Bois des Alpes. Hein, Clément pourra en parler. L'idée, c'est d'avoir une promotion réciproque déjà entre nos marques, parce que comme on vient de le dire avant, elles sont complémentaires. Donc, le but du jeu, ça va être de fonctionner ensemble pour apporter une réponse concrète aux attentes des marchés, que ce soit les marchés privés ou les marchés publics. Parce que le but du jeu, finalement, c'est que pour les produits qui sont indisponibles localement ou indisponibles dans les marques locales par manque de telle ou telle essence, par manque de capacité de production ou simplement parce que ce n'est pas un produit de construction, eh ben, orientons-nous vers du bois de France pour rester quand même dans une consommation responsable de bois. Donc les deux échelles sont intéressantes aujourd'hui. Quand on peut consommer local et que la marque locale permet d'apporter ce produit-là, très bien, c'est très intéressant, ça permet de développer le territoire. Et quand la marque locale ne va pas être en capacité de répondre, de par les entreprises engagées ou de par les produits demandés, eh ben, la marque Bois de France pourra être là en complément pour apporter les produits nécessaires. Donc voilà en quoi Bois de France aujourd'hui, il était intéressant de vous la présenter, cette marque, même en Auvergne-Rhône-Alpes, où vous avez pourtant, vous êtes plutôt bien fourni en marque locale hein, par rapport à d'autres régions. C'était quand même intéressant de vous présenter aujourd'hui Bois de France pour cette complémentarité justement assumée hein, et partagée avec BTMC et Bois des Alpes. Et pour conclure sur la marque Bois de France, l'objectif de Bois de France, ça va être, donc, comme je vous l'ai dit, de répondre aux problématiques sociétales actuelles, de démontrer une production responsable en matériaux et en produits bois, d'apporter une garantie, du coup, c'est pas une simple allégation commerciale, hein, on va apporter une garantie derrière ça, derrière la marque Bois de France, avec tous les contrôles et les audits qui vont être faits par des organismes certificateurs indépendants. Et ça va permettre d'aboutir à terme à un réseau de fournisseurs rapidement identifiable pour justement répondre aux différents marchés qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, que vous soyez transformateur, que vous soyez constructeur, que vous soyez prescripteur ou utilisateur de bois, voilà, utilisons tous du Bois de France pour une consommation de bois solidaire et responsable. Quand je dis du Bois de France, ça peut être du bois des territoires du Massif central, ça peut être du bois des Alpes, parce que le territoire du Massif central, les territoires du Massif central et les Alpes sont bien sur le territoire français, sur la métropole française. Donc, voilà, utilisons des bois BTMC, utilisons des bois des Alpes, utilisons du Bois de France pour nos différents produits, que ce soit en construction ou autre.
Voilà, je vous remercie pour votre attention jusqu'ici. J'espère que, voilà, que, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas endormi tout le monde et je suis évidemment à votre disposition pour les questions sur cette dernière partie ou pour des questions plus générales, hein, si vous n'avez pas eu le temps de la poser avant ou si vous attendiez de voir si votre réponse allait arriver et qu'elle n'est toujours pas arrivée. Voilà, je n'ai peut-être pas été parfaitement complet sur l'ensemble de la présentation, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, on De rien. peut prendre quelques questions ou quelques remarques, hein, quelques échanges. En attendant, moi, j'en avais une. Je me fais un petit peu peut-être l'avocat du diable, où je me mets un petit peu à la place des entreprises, mais je suis une entreprise et je me dis, bon, ok, c'est chouette, on va développer finalement l'usage du bois que je transforme, des produits que je fabrique, etc. Mais en même temps, moi, ça va impliquer quoi? Que je vais devoir me faire certifier bois des territoires du Massif central, puis bois de France, puis PEFC, puis, enfin voilà, c'est est-ce que je peux avoir qu'une seule marque, qu'elle soit reconnue entre elles? Comment ça peut se passer pour moi, quoi? Est-ce que je vais devoir adhérer à toutes? Est-ce que je vais devoir me faire certifier pour toutes? Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion sur la simplification entre les Alors marques? tout à fait, complètement. Complètement. Alors je l'ai déjà un petit peu évoqué hein, avec les notions de mutualisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il faut déjà distinguer les marques d'origine du bois, hein, qui sont les marques locales et la marque Bois de France, et la marque d'éco-certification de la forêt, que ce soit PEFC ou FSC. Parce que là, c'est vrai qu'on est sur des sujets différents et les entreprises vont souhaiter des fois mettre plus en avant l'un ou l'autre. En sachant qu'il y a quand même déjà une imbrication au niveau des marques locales qui demandent du bois certifié PEFC. Donc, s'engager dans une marque locale oblige à avoir aussi PEFC, mais il va y avoir à ce moment-là une mutualisation possible des audits. Sur Bois de France, ça va être la même chose. On va, avec les marques de certification forestière, avoir des mutualisations possibles sur les audits. Hein, donc, ce que je disais tout à l'heure, ça va permettre de réduire les coûts et aussi surtout le temps d'audit. On va pas être sur deux fois deux audits, on va être vraiment sur un audit un peu plus long que d'habitude, 1 heure, 2 heures supplémentaires suivant l'entreprise. Donc là déjà, ça va permettre d'accéder à un ensemble cohérent, origine forestière durable plus origine française, à un coût et à un temps raisonné. Ensuite, sur les marques locales et la marque Bois de France, des réflexions sont en cours, en effet, pour regarder. Alors, nos fonctionnements ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu. Hein. Les marques locales limitent la traçabilité à l'utilisation de la séparation physique. Donc, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises mettent en place la marque locale uniquement pour répondre à tel ou tel marché local. Donc, pour tous les autres bois qui ne sont pas suivis tout au long de l'année, l'auditeur ne s'y intéresse pas, alors que l'entreprise va peut-être pouvoir les marquer Bois de France, tous ces autres produits-là. Donc, il va falloir vraiment réfléchir en fonction de l'entreprise et en fonction des produits qu'elle veut valoriser avec l'une, avec l'autre marque, avec les deux. Sur Bois des territoires du Massif central, il y a une particularité dans le référentiel par rapport à Bois des Alpes, parce qu'il y a certains scieurs, notamment, qui sont en approvisionnement 100% bois des territoires du Massif central. Et là, il y a une reconnaissance qui serait possible directement entre ces scieurs-là, BTMC et Bois de France. Donc en tout cas, voilà, s'il n'y a pas forcément de reconnaissance, parce que en fonction du fonctionnement des entreprises, on va à chaque fois rechercher l'efficacité, autant sur la mutualisation des audits que sur le fonctionnement en interne. Hein. Vous l'avez compris, toutes ces démarches-là fonctionnent avec des méthodes de traçabilité qui sont connues depuis longtemps et qui sont partagées entre toutes. Alors, je vois que dans le chat, il y a 2 questions. Il y a monsieur, ah non, une question. non, il y a qu'une question de David Soares. Soit tu peux la prendre par chat, soit monsieur Soares, vous pouvez. Enfin, elle est assez précise, ouais. semble-t-il. Oui, alors monsieur Soares nous dit. Après monsieur Soares, pardon, Grégoire Lamy souhaite prendre la parole. D'accord. Alors, monsieur Soares nous dit, pouvez-vous préciser pourquoi les bois feuillus vous paraissent compliqués à mettre en œuvre dans la construction? Alors, pardon, je me suis peut-être mal exprimé, hein, c'est pas qu'ils sont compliqués à mettre en œuvre dans la construction, c'est que aujourd'hui, ils sont quand même moins présents, on va dire, en structure que les bois résineux.
et que sur des marchés extrêmement importants comme l'Île-de-France, parce que c'était à ce moment-là que j'en ai parlé, la ressource locale, même si on pouvait l'utiliser dans la construction, serait largement insuffisante par rapport au marché de l'Île-de-France. Mais je vous rejoins évidemment sur le fait que aujourd'hui on peut utiliser du bois feuillu dans la construction, que ça soit en structure ou en aménagement, etc. Évidemment, bien sûr, aujourd'hui je disais que j'étais originaire de l'Auvergne tout à l'heure, mais que aujourd'hui j'habite dans l'est de la France et notamment dans le massif vosgien où il y a l'association Terre de Hêtre qui développe justement l'utilisation du hêtre dans la construction et ça fonctionne très bien et il n'y a pas de souci, évidemment. Grégoire Lamy, enfin si Monsieur Soares a eu la réponse à sa question, Grégoire Lamy, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? C'est bon, on vous entend. Très bien. Et on vous Ouais, voit aussi. alors moi je suis très intéressé par le sujet. J'ai une petite entreprise aujourd'hui à Brioude avec un salarié où on est constructeur de maisons ossature bois, de bâtiments aussi. On fait pas mal enfin on fait du bureau. On a pas mal de chantiers sur l'Auvergne et on a aussi une activité historique qui est la charpente industrielle. Cette activité-là, aujourd'hui, c'était le plus gros du chiffre d'affaires en 1982 quand mon beau-père a créé l'entreprise. Et aujourd'hui, elle est réduite comme peau de chagrin et on garde quand même cette activité, mais on a principalement du bois allemand, du bois russe, du bois suédois, puisqu'il n'y a que aujourd'hui qui travaillent sur du bois sec traité. Et on a énormément de difficultés à obtenir du bois français. Donc ça, c'est une première réflexion sur le bois de charpente. Après, sur l'activité d'ossature bois, qui est l'activité majeure maintenant de l'entreprise, on utilise beaucoup de bois d'importation. On travaille avec la scierie Philippon. Là, j'ai mon camion qui vient de rentrer, qui a été cherché principalement donc du litho, du sous-litho, du contreventement, des choses comme ça. Et on a énormément de difficultés, on en parle souvent avec Pierre Philippon, enfin de temps en temps, sur la qualité de bois. Donc bon, moi je suis très intéressé, j'ai deux filles et je voudrais leur transmettre une planète voilà, qui soit plus responsable, on va dire, essayer de réduire notre impact carbone. Mais là, on a des difficultés à trouver du bois de qualité. J'avais travaillé aussi un petit peu avec Bois Collé d'Auvergne. Je travaille aussi un petit peu avec Pifto. On a quand même cette complexité à trouver du bois de qualité. Et nous, dans notre activité de charpente industrielle, on utilise aussi beaucoup de bois transformé, de la poutre en I, de l'OSB. Donc c'était moi à mon niveau, qu'est-ce que Bois de France peut m'apporter? C'était ma question et je vous ai fait une présentation un peu de Transbois pour que vous compreniez mieux ma question. Bien sûr, et je vous remercie d'ailleurs parce qu'en effet ça éclaire bien le contexte. Alors, c'est justement, c'est bien parce qu'en fait vous êtes en plein dans le cœur du sujet, quoi. C'est exactement la source de Bois de France, tout ça. C'est que on sait aujourd'hui que sur les bois français, d'une part, on a une forêt qui est différente de la forêt noire allemande, par exemple. Quand vous discutez avec des producteurs de lamellé collé et qui vous disent qu'ils ont des difficultés à faire des lamellé collés d'épicéa concurrentiels avec des lamellé collés en bois étranger, parce que sur les bois, sur l'épicéa français, ils ont des sections plus courtes, donc plus de perte de matière, plus d'embouts à devoir préparer pour coller, à devoir coller, etc. Donc un coût de production qui, de par la matière, est plus important, quelle que soit l'optimisation qu'ils arrivent à faire sur leur production. Donc on sait que justement les bois français, les bois de nos entreprises françaises vont potentiellement, si on souhaite atteindre la même qualité, ou le même produit en tout cas, vont être parfois plus chers. C'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de produits, hein, dans plein d'autres secteurs industriels ou
ou dans l'agroalimentaire, etc., quand on veut consommer local, quand on veut consommer français, il y a souvent un surcoût. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'études par rapport à l'utilisation de produits made in France. Les études démontrent que les gens aujourd'hui sont prêts à faire cet effort. Alors ça, c'est valable dans l'étude. Après, quand il faut vraiment faire le chèque, c'est une autre histoire. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, cette demande, elle est là. Et l'objectif de la marque Bois de France, c'est justement de distinguer les entreprises, de distinguer les produits en bois français pour que les marchés qui aujourd'hui souhaitent aller vers ces bois-là puissent les trouver et qu'on puisse promouvoir et développer la filière bois française, qu'on lui offre un véritable marché, un marché notamment sur des produits évolués comme les produits de la construction, pour inciter l'ensemble des entreprises aussi à développer leurs produits et à développer la qualité de leurs produits, à monter en gamme dans la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, dans la construction, on est seulement, de manière générale, on est seulement à 30% de bois français dans la construction, tout confondu. C'est déjà intéressant, mais c'est largement insuffisant. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à augmenter ce taux-là dans la construction, ce qui va permettre, sur les 70% qu'aujourd'hui, on n'a pas, l'objectif, c'est donc de grignoter des barres de marché sur des produits donc évolués, qui va permettre aux entreprises françaises de développer leur volume, de développer la valeur ajoutée aussi sur leurs produits, parce que ce sera des produits plus évolués. Et ça, c'est l'objectif à long terme. Et pour atteindre cet objectif à long terme, il faut développer justement la filière française, donc la filière Bois de France. Voilà. Donc, je vous rejoins complètement là-dessus, et c'est vraiment l'objectif de Bois de France. Si demain, on arrive à avoir des marchés qui demandent du Bois de France, qui s'ils sont prêts à mettre le petit surcoût, eh ben, ça vous permettra à vous de vous approvisionner en bois français en intégrant ce petit surcoût, et à votre fournisseur, eh ben, d'essayer de vous proposer un produit de meilleure qualité. C'est l'objectif à long terme. On est bien d'accord. J'espère avoir répondu à votre question quand je dis ça. Et après, je crois qu'il y avait une dernière partie dans la question qui était sur comment faire vous dans votre entreprise. Là, après, parce que vous m'avez cité plusieurs activités, etc., ce qu'il faut, et ça, je peux vous aider là-dedans, c'est regarder après quels sont les volumes sur telles et telles activités, où est-ce que vous arrivez à avoir des approvisionnements bois français là où vous n'arrivez pas à en avoir, pour voir quels sont les produits Bois de France qui pourraient être valorisables dans votre entreprise et comment faire évoluer potentiellement dans tout ça. Mais là, il faut avoir un regard un peu plus fin en fonction des volumes en jeu, des approvisionnements en jeu, etc., etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question, du coup, en disant tout ça? Oui, vous avez répondu à la question. Après, bon, la problématique demeure, c'est-à-dire que aujourd'hui, oui, on a, enfin, moi, je pense que l'outil industriel n'est pas assez développé pour qu'on puisse avoir du bois français et que je puisse le proposer à mes clients. Si je leur propose un bardage bois de la Chaise-Dieu, par exemple, plus cher et moins qualitatif qu'un bardage mélèze de Sibérie, je suis pas sûr que le client me fasse le chèque et en me disant bon ben ok, je vais avoir moins beau et plus cher, ça va être plus compliqué. Donc c'est pour ça. Moi, la démarche, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt. On est entouré de bois ici en Auvergne. Moi, je fais des projets pour des gens tous les jours qui arrivent pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à travailler avec du bois local. Moi, j'aimerais bien et j'essaie d'avoir cette démarche-là parce que j'ai 2 filles et que voilà, je suis conscient de tout ça. On est la génération aussi, je pense, où on se pose toutes ces questions-là. C'est compliqué. Ouais. La filière, à mon avis, a besoin de se développer beaucoup plus. Et les Allemands ont pris tellement d'avance par rapport à nous. Je pense aussi à la fibre de bois. Nous, c'est des matériaux qu'on utilise beaucoup. Et la fibre de bois, on n'en a pas. Ici localement, moi je fais des camions qui viennent d'Allemagne. Il y a plein de choses à travailler. L'OSB, qui est un matériau très utilisé dans la construction bois, c'est l'OSB français, on l'a pas encore aussi. Donc on a plein de la poutre en I.
c'est pareil, c'est très utilisé. On n'a pas de poutrerie française, elle vient de Pologne, notre poutrerie, et puis ou de Finlande. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Oui, je vous rejoins. Enfin, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Alors, l'objectif que je vous disais, il est à long terme. Évidemment, on ne va pas révolutionner la filière bois du jour au lendemain. Ça c'est impossible. Le but du jeu, c'est vraiment de la tirer et de tirer cette filière. Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif de Bois de France. Je vous l'ai présenté tout au début. Aujourd'hui, on voit quand même que la filière commence à rattraper son retard sur un certain nombre de produits. Ça n'empêche qu'il y a quelque chose dans la filière, enfin en tout cas dans le bois, c'est d'utiliser le bon produit, la bonne essence au bon endroit. Ça, c'est indispensable. Et donc, en effet, si vous voulez avoir une garantie de qualité pour votre client, c'est évident qu'il va falloir lui proposer le bon produit. Donc, si le bon produit, c'est du mélèze de Sibérie, c'est extrêmement malheureux, mais ça sera celui-ci. Par contre, si vous êtes capable de trouver, parce qu'avec le développement de la filière, un produit équivalent au niveau national, et ben ça sera déjà une première étape. Regardez le CLT, par exemple, c'est un produit sur lequel on avait énormément de retard, là, il y a encore 3 ans. Et en très, très peu de temps, en l'espace de 2-3 ans, on a une capacité aujourd'hui de production sur les 5 sites qui font du CLT en France de 100 000 mètres cubes de CLT. C'est énorme. Donc, la filière est en train de faire sa révolution. Il faut l'accompagner et c'est bien l'objectif de la marque Bois de France. Je vois que votre fournisseur a eu un micro. Donc, voilà, donc je vais lui laisser la parole et il aura peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer en vous disant qu'il va augmenter la qualité de vos prochaines livraisons. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a un élément important dont vous devez tenir compte, notamment dans les bois de France et dans les bois de partout et d'ailleurs, c'est que la qualité du bois, c'est pas le scieur, c'est pas la première transformation qu'il a fait, c'est la sylviculture qu'il a fait. Et ça, c'est très important d'imaginer qu'on ne fait pas pousser un bois de la même manière au nord du 45e parallèle ou à 200 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. Ça n'a rien à voir et c'est encore plus vrai demain. Donc ça, et il y a un élément rédhibitoire dans la qualité du bois, c'est la cerne d'accroissement qui valorise une qualité de bois en particulier. Et c'est encore plus vrai, plus on va dans des sections petites en bois massif, plus c'est vrai. C'est vrai aussi au niveau de la qualité des nœuds, notamment pour les bardages, et c'est inimaginable de vouloir égaler des qualités de bois qui poussent à 200 km du pôle et imaginer qu'on va pouvoir faire la même chose avec des bois qui poussent dans le secteur de la chaise-dieu, puisque c'est une en particulier. Donc ça, il faut imaginer, faire avec. Et alors, il y a un mal français qui est extraordinaire, et je ne sais pas si peut-être le logo Bois de France doit travailler ce lobby, c'est que quand vous allez dans d'autres pays, quand vous partez en Écosse, ils ont des silicates qui sont ce qu'ils sont, hein, mais leur résistance mécanique donne au maximum du C14, du C16. Il y a des nœuds, c'est une cafie de nœuds. Quand c'est passé dans un séchoir, les nœuds sautent dans les raboteuses et les gens font du bois d'ossature. Sauf que le marché du bois d'ossature en France, il s'est calé sur une qualité visuelle de non classée ou au pire de 5e finlandaise et ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, le référentiel qualitatif, c'est celui-là. Et c'est ça qu'on doit combattre. Et c'est le client final qu'on doit éduquer à faire avec. On va aux États-Unis, on fait avec. Il y a plein d'endroits où on fait avec. Il n'y a qu'en France où on ne sait pas faire avec. Ça veut dire qu'on veut des choses que la nature ne donne pas. Ce n'est pas l'outil technique. Les outils techniques aujourd'hui, ils sont adaptés à la typologie de la forêt française et à la typologie de la propriété forestière et de la mise en marché des bois. Alors, ils s'améliorent tous les jours, les outils. Hein, et ils vont encore s'améliorer demain, mais ils sont liés à une structuration foncière, à tout un tas de choses. Et voilà, imaginez qu'on va pouvoir égaler des qualités de bois autrichiennes, c'est du rêve, c'est du rêve. Là-dessus, ouais, pardon de vous couper, mais je vous rejoins complètement. Du coup, pour rappel, Clément Blasco de Bois des Territoires du Massif Central. Hier, j'étais j'ai visité l'entreprise Monesève Sougy.
donc plus particulièrement l'unité de production de lamelles et collées. Donc le responsable de site m'a bien montré, c'était très clair, la différence visuelle entre une poutre en lamellé collé en IPCA, donc en bois local, et un lamellé collé avec du bois du Nord. Effectivement, la résistance mécanique, enfin, on est sur, c'est similaire, enfin, on est sur un GL24H, les deux, mais par contre, effectivement, elle est au niveau visuel, on est un peu différent, on est moins homogène par rapport au bois du Nord. Mais ça, c'est effectivement, et je vous rejoins complètement, on doit aller vers une sensibilisation du grand public, de la maîtrise d'ouvrage et des maîtres d'œuvre également, pour qu'ils puissent avoir moins d'appréhension et être plus à l'aise avec l'utilisation du bois local dans la construction. Et moi, j'en suis convaincu, le bois local de nos massifs, je connais très bien la région de Brioude parce que j'habite Issoire. Ce bois-là est très bien pour être utilisé dans la construction. Non, merci de votre intervention, mais on doit retenir une chose, c'est que la qualité du bois, dans la première transformation, lorsqu'on achète un lot, contrairement dans d'autres pays, on achète un lot avec beaucoup de qualité. Même la concentration des ventes par les coopératives fait que des fois, il y a des tellement de forêts qui font qu'on est obligé d'acheter toutes les qualités. Donc, ça oblige à un tri en série. Mais le tri, à un moment donné, il a des limites. Si moi, je dois jeter 90% de ma production pour garder 10% qui ressemblent à des bois d'importation, c'est plus bien. Je ne peux pas expliquer ça, moi, à la forêt. Hein, je ne peux pas répercuter ce coût. Et ni chez mon client, ni chez mon fournisseur, je ne peux pas faire le grand écart. Donc, à un moment donné, il y a un travail de lobby. Hein, on doit se décoller de ce modèle allemand. Alors, peut-être pas dans les produits techniques et dans l'innovation qui va aider dans la calculation et dans la construction, mais on doit se désolidariser de cette image du bois dans la construction qui colle parfaitement, qui est ni plus ni moins un copier-coller des Nords finlandais ou des endroits privilégiés qu'on peut trouver dans certaines régions d'Allemagne. Et alors, le sujet de la fermette, c'est un sujet effectivement important. Le marché français il est de 750 000 m3. 80% du marché est fabriqué par des scieries allemandes. Mais il y a une raison, ce n'est pas l'outil qui fait ça. C'est parce qu'il y a des contraintes quand on veut produire des 36-63 en 6 mètres de long. Eh bien, indépendamment du fait, bien sûr, il y a des normes qui obligent à ce qu'il y ait très peu de nœuds. Mais même si on acceptait les nœuds, vous ne pouvez pas mettre ça dans des démêleurs, vous ne mettez pas ça dans des empileurs parce que ça casse. C'est un vrai problème. C'est le principe constructif qui n'est pas bon. Les Allemands eux-mêmes, d'ailleurs, construisent pas avec des fermettes en 36 mm, ils construisent avec des fermettes en 50 mm. Mais il y a un monde d'écart entre un produit scié à 36 mm et un produit scié en 50 mm. C'est un monde d'écart. Jérôme, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments de réponse et du travail peut-être que fera Bois de France, la FNB ou d'autres organismes. Alors, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis évidemment d'accord avec tout l'argumentaire que vous avez développé. On ne peut qu'être d'accord hein, quand on connaît le matériau bois. Voilà. Simplement, ça, c'est un sujet qui, là, pour le coup, dépasse une marque de certification, une marque de traçabilité. C'est un sujet syndical. Alors, je sais que la Fédération nationale du bois travaille sur ce sujet-là. Espérons qu'avec le développement de plus en plus important des machines de classement sur le marquage CE, etc., on commence petit à petit à se détacher de l'aspect visuel. C'est un apprentissage, je pense, des gens sur ces sujets-là. Mais bon, là, ça dépasse déjà largement la problématique uniquement bois de France ou bois local. Là, on est vraiment sur une problématique technique des marchés et des spécificités techniques qui sont demandées sur le bois, quoi. Mais je vous rejoins sur le fond du problème, évidemment. Ce que je vous propose, on avance. Clément qui a pris la parole pour… pardon. Je dis, on peut espérer que la structure Bois de France
à un moment donné, effectivement, participe d'abord aux transformations des normes et aux modifications voilà, de la structure du marché. Voilà, par son implantation, et effectivement, si beaucoup d'acteurs adhèrent à cette charte, effectivement, ça va petit à petit, ça va modifier aussi le comportement du client final. Parce que vous aurez, bon, il y a des arguments, vous en parlez, les réponses aux problématiques sociétales du moment, la démonstration d'une production responsable, tout ça, ça peut induire à un moment donné des modifications et effectivement un transfert. Alors, on ne va pas arrêter de fabriquer des fermettes demain, mais un transfert effectivement de production. C'est-à-dire que les gens vont peut-être construire plus en charpente traditionnelle, qui sera plus tolérante en termes de nœuds, en termes de normes, en termes de qualité de bois. Il peut y avoir, ça va quand même jouer l'adhésion à l'étiquette Bois de France. Mais bien sûr, aujourd'hui, on le voit sur des marchés. Alors, il est évident que, alors peut-être que là, les marques locales d'ailleurs ont des solutions à apporter, mais quand on commence à réfléchir à l'utilisation de bois français, de bois plus locaux, on s'aperçoit qu'on est capable de modifier nos systèmes constructifs habituels sur lesquels on s'était formaté habituellement pour trouver des nouvelles solutions qui sont adaptées justement à nos bois locaux. Et ça, il y a plein d'architectes aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération d'architectes qui travaillent beaucoup le bois et qui aujourd'hui est capable de prendre en compte ces problématiques-là. Donc, je pense que là, il y a deux raisons, il y a deux solutions, pardon, dans ce problème que vous évoquez. Il y a évidemment d'un côté les normes, parce que je vous rejoins complètement là-dessus. Quand c'est classé mécaniquement sur une certaine qualité, il n'y a pas de raison, parce que juste le visuel évolue, enfin le visuel est différent, qu'on dise autre chose sur la qualité intrinsèque du bois. Il y a peut-être aussi des questions de section, etc. Mais il y a aussi comment on utilise le bois. Si la fermette, c'est quelque chose en effet qui n'est pas adapté parce que en bois français, ça ne marche pas, il y a sûrement d'autres façons de gérer les choses et d'autres façons de traiter le bois. Voilà, donc tout ça, c'est une révolution, j'utilise ce mot sciemment, c'est une révolution un petit peu de la filière sur les prochaines années, avec pour essayer de revoir un peu son modèle de fonctionnement pour être moins dépendant des industries, et notamment allemandes, et de recentrer sur la production française. Ouais. Et juste, je te complète, Jérôme, je dirais que les marques, notamment les marques locales, mais aussi au niveau national, Bois de France, se donne pour rôle de réunir ces entreprises et de pouvoir communiquer sur ces enjeux, de mettre en lien les acteurs, que ce soit les scieurs et les entreprises. En tout cas, pour nous, c'est le cas sur le Massif central. On a énormément de discussions autour de ces aspects techniques entre les scieurs et les entreprises de seconde transformation, donc les charpentiers, constructeurs ossature bois, sur ces enjeux-là. Et c'est notre rôle aussi de pouvoir mettre en relation et de faire, de trouver des axes partenariales pour une meilleure utilisation des bois locaux. Parfait, super. Du coup, Clément, tu vas Clément, tu vas garder la parole. Ouais. Je vais te mettre comme présentateur si tu as une diapo si tu as une présentation à faire. Tac. Alors, tac, voilà. Juste au niveau. Tu peux partager ton écran si tu le souhaites. S'il n'y a plus d'écran, là, tout le monde se voit. Ok, je vais le partager dans 2 minutes. Juste pour un point timing, la présentation est censée être terminée à 19h, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais on peut prendre encore 5-10 minutes. Ouais, donc non, mais je vais être le plus efficace et concis possible. Et donc, bien sûr, mais là, l'objet de mon intervention, je vais pas présenter en détail la marque de certification bois d'état du Massif central. Par contre, je vais juste donner les axes, les objectifs et surtout vous partager la carte des entreprises certifiées sur le Massif central. Donc là, je vous la partage de suite. Donc voilà, normalement. C'est bon, on la voit.
C'est bon. Ouais. Ok. Juste que je déplace ça. Est-ce que je peux me déplacer? Ok, donc simplement BTMC, donc Bois des territoires du Massif central, on partage les mêmes objectifs avec Bois de France. Là-dessus, on est clair. L'enjeu global, c'est relocaliser la ressource en bois. Et nous, plus spécifiquement, BTMC, on se positionne sur le marché de la construction bois. Voilà. Les produits qui peuvent être certifiés BTMC sont uniquement les produits de la construction. Donc, on parlait de bardage tout à l'heure. Un bardage, il y a des scieries certifiées aujourd'hui, donc que vous pouvez voir sur la carte. Je pense sur le territoire de Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Loire, il y a des scieries qui proposent déjà du bardage certifié BTMC. Également, tout ce qui est bois massif de structure, c'est important de le rappeler, que ce soit en feuillu ou en résineux d'ailleurs, du mobilier, du lamellé collé, etc. Voilà, mais on est positionné sur le bois, du bois certifié pour la construction. Donc on œuvre par rapport à Bois de France, on œuvre sur une échelle qui est plus locale. Donc vous pouvez voir sur la carte ce que ça représente, le Massif central. C'est un périmètre qui est vaste malgré tout, qui a été défini par la loi montagne, donc par l'État. On est une marque qui a été conçue pour être intégrée au marché public. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que le réseau des entreprises là que vous avez sous les yeux, il se développe grâce à la commande publique. En fait, ce sont les maîtres d'ouvrage, donc les collectivités, qui depuis 3 ans commencent à demander donc dans les marchés publics d'intégrer donc cette notion de bois des territoires du Massif central pour avoir une garantie derrière que les entreprises qui interviennent sur leur projet emploient du bois déjà qui soit local, donc dans ce périmètre-là, qui puisse être durable. Donc avec nous on a une certification qui est liée à PEFC ou FSC et une exigence, on parlait de qualité du bois, donc la certification, c'est pour ça que j'ai nommé local, qualité et durable. On retrouve ces 3 enjeux dans cette certification. Voilà. Pour cette présentation, donc Auvergne, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons déjà des scieurs, donc de la première transformation, mais aussi des entreprises de seconde transformation, avec des charpentiers, des constructeurs bois, mais aussi des menuisiers. Voilà. Alors, du coup, présentation très rapide. Juste peut-être ce qui peut être intéressant de préciser, une dernière précision, par rapport à ce que Jérôme a pu présenter vis-à-vis de la certification Bois de France, mais il l'a souligné lors de la présentation au moment de l'aspect technique de la certification. Bois de France autorise il y a 2 possibilités, la traçabilité avec séparation physique ou la méthode des pourcentages. Et donc BTMC, la différence, c'est que nous, on garantit et on demande aux entreprises la séparation physique des bois, uniquement. On n'est pas sur du pourcentage. Donc c'est une exigence plus forte, mais parce que on est sur une dimension plus locale. Voilà, avec l'idée de maximiser les retombées économiques sur les territoires du Massif central. Voilà, j'espère avoir été assez suffisamment clair et concis, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai potentiellement une. La marque est assez jeune. Aujourd'hui, vous avez un peu un retour sur le nombre de bâtiments ou le volume de bois qui ont été utilisés et qui sont certifiés bois des territoires du Massif central. Oui, effectivement.
en 3 ans d'existence, qui est voilà, relativement, on peut se targuer d'être un peu plus ancien que Bois de France, mais on va dire, c'est anecdotique parce qu'effectivement, on n'a que 3 ans aussi. Mais déjà des projets, donc il y a 26 projets en cours ou réalisés des projets de la commande publique. Nous, voilà, aujourd'hui, BTMC sur le marché privé n'est pas encore positionné et visible, mais à l'avenir, c'est un des objectifs. Donc, ce qui représente sur cette vingtaine de projets à peu près presque quasi 3000 m3 de bois certifié BTMC mis en œuvre. Juste à noter que nous, on certifie les produits BTMC et que, à la différence de Bois de France, également, on n'a pas vocation à certifier un bâtiment dans son ensemble BTMC. On reste sur uniquement la partie bois, enfin sur les produits bois, pour être plus exact. Ok, merci Clément. Bon, après, de toute façon, vous avez aussi les coordonnées des personnes qui sont intervenues, donc vous pouvez tout à fait les appeler, leur envoyer un mail pour les questions que vous aurez. Je vois qu'il y a un micro qui s'est allumé. Ah non, c'est Jérôme, pardon. C'était moi. Pierre Philippon. Oui. Voilà, simplement pour avoir, je pense, effectivement, la démarche intéressante pour BTMC. Et nous, voilà, on est volontaire pour adhérer à cette structure. Donc, voilà, à l'occasion, voilà, envoyez-moi, faites-moi passer les éléments pour qu'on puisse faire ça de manière, voilà, pour 2021, quoi, s'il y a des possibilités, quoi. Ok. Ce qui peut être intéressant de vous préciser, la question a été posée sur la complémentarité des outils des certifications Bois de France, Bois des territoires du Massif central. Pour ce qui vous concerne, on est effectivement en train de travailler à un accord où il y aurait une reconnaissance, c'est-à-dire vous, en tant que sueur, vous transformez des bois, j'imagine, où 100% de vos bois proviennent du Massif central, même, je pense, dans un rayon autour de la Chésieux, relativement réduit. Et donc, si vous certifiez BTMC, il y aurait une correspondance avec Bois de France. Ça veut dire, et je rejoins ce que disait Jérôme, c'est que bois du Massif central est aussi du bois du Massif central est aussi du bois français. Donc c'est logique de pouvoir vous derrière vendre vos produits certifiés bois des territoires du Massif central et également bois de France. Voilà, ça nous paraît logique et complémentaire. Oui, je suis d'accord. Très bien. Merci à tous. Et ben voilà, s'il y en a qui veulent suivre de nouveau cette conférence, on va essayer, j'espère que l'enregistrement a bien fonctionné, donc vous l'aurez en replay sur notre site internet. Sinon, on essaiera de l'enregistrer correctement demain, parce qu'on reconduit cette même conférence demain. Vendredi, elle devait se faire en Isère, donc là, ça sera un petit peu différent avec une présentation, je crois, de Bois des Alpes et de Bois de Chartreuse. Et ensuite, le 14 et 15, là aussi, ça sera un peu différent parce que ça aura lieu. Alors, j'ai plus trop les lieux exacts où ça devait se faire, mais en gros, vous avez dans l'Ain, donc il y a Bois du Jura, je crois, et puis de nouveau Bois des Alpes aussi, d'ailleurs sur cette zone. Et ben écoutez, merci à tous de votre attention, de vos réactions, de vos remarques, de vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt sur des projets bois et en bois français du territoire du Massif central, des Alpes, enfin bref, en tout cas français.